Merci de nous regarder de partout ailleurs. Mesdames et messieurs, bienvenue en ce magazine Savoir Plus. La République démocratique du Congo, appelée pays émergent à l'horizon 2030, mais son émergence doit marcher de pair avec son système économique. Alors, que faut-il mettre en place en termes, bien sûr, des mécanismes pour arriver, bien sûr, à faire développer son économie, d'autant plus que l'on sait que la pauvreté est en train de frapper cette population et que le panier de la ménagère il reste toujours au rabais. Que faut-il faire pour arriver à réduire cette pauvreté? Pour discuter de la question, je reçois pour vous sur ce plateau Madame Mami Esther Kayumba Boujakera. Bienvenue. Bonjour et merci. Vous allez bien? Je vais bien, merci. En tout cas, déjà, d'entrée de jeu, en regardant votre profil, difficile de vous présenter. Elle est titulaire de plusieurs diplôme. Donc, elle a acquis beaucoup de formations par rapport à son éducation sur le plan national et international. Mais avec elle, nous allons pouvoir discuter, comme je l'ai dit, et puis apporter certains mécanismes pour faire évoluer ou développer l'économie de la RDC. Vous savez, l'économie englobe les tout. La politique, pour qu'elle marche bien, il faut l'économie. Et tout, il faut que l'économie puisse avoir un sens. Alors, Madame Mami Esther, doctorante, plusieurs titres, ça vous va comme ça avoir beaucoup de titres? Oui, au fait, je suis une personne qui croit que dans la vie, il faut apprendre. Et mon motto, c'est apprendre et maîtriser. C'est-à-dire que après avoir appris quelque chose, on doit avoir un papier derrière soi pour avoir la voix, être capable d'en parler comme spécialiste. Et donc, je me suis donné la mission en tant que femme congolaise d'être cette référence pour la jeune fille congolaise. Voilà pourquoi je n'arrête pas d'apprendre. Voilà pourquoi actuellement je suis en train de faire mon PhD, j'ai 2 maîtrises, j'ai plusieurs autres diplômes. Oui. C'est parce que je veux encourager la jeune fille à savoir qu'on peut aller le plus loin possible sans jamais s'arrêter. C'est ma motivation. Quand vous voulez bien sûr apprendre pour encourager la jeune fille congolaise, mais vous avez dit quelque chose, il faut avoir le papier derrière. Est-ce le papier qui fait la pratique sur terrain ou bien c'est ce que vous apprenez et ce que vous allez mettre en pratique? Alors, d'abord, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est un développement. Nous naissons tous comme une coquille vide et nous avons des habiletés à apprendre. Oui. Et donc, l'intelligence fait que nous sommes capables de traduire ce que nous apprenons. Okay? Mais quand moi, je vais un peu plus loin et défends les diplômes, c'est parce que sur des tables sérieuses, pour y entrer, vous devez avoir une clé. Ce n'est pas seulement par rapport à ce que vous savez faire, mais vous devez aussi prouver que vous avez été prendre une formation par rapport à ce que vous savez faire. Donc, il n'y a pas de mal à avoir les compétences et aussi à avoir des diplômes qui appuient ces compétences-là. Nous devons quitter un peu dans ce système où nous nous débrouillons avec notre connaissance. Nous les faisons parce que nous savons comment le faire. Nous devons vraiment devenir des spécialistes. Il y a toute une formation, tout un système par rapport à ça. Et en parlant de l'éducation, nous parlerons aussi de ça. Parce que l'éducation, la formation fait partie des piliers de l'économie. Mais à travers le monde, beaucoup de savants, ce ne sont pas ces gens-là qui ont pu présenter des papiers, mais plutôt qui ont prouvé à travers les connaissances, ça vous le savez. Alors, quand vous parlez des savants, nous parlons déjà d'un système éducationnel. Et les savants sont partis dans ce système académique. Il y a des surdoués, des personnes qui naissent avec une intelligence surdouée, mais c'est le système qui a été mis en place qui va déterminer, qui va classifier, déterminer, orienter que cette personne est une personne surdouée. Ce n'est pas de soi-même. Certes, la sagesse est un don qui vient de Dieu. L'intelligence est une capacité que le Seigneur donne. Mais il y a des instituts qui sont là, des infrastructures qui nous donnent la capacité de prouver cela de manière moderne. Et donc, moi, je suis une personne qui croit à l'éducation, mais je crois aussi à la pratique de cette éducation. On peut avoir les deux et servir sa société. Merci. Alors, vous êtes congolaise engagée pour votre pays. Absolument. La RDC appelée pays émergent d'ici l'horizon 2030, mais avec son système économique qui laisse à désirer. Est-ce que vous croyez réellement à son émergence?
j'allais dire absolutely en anglais. Oui. J'ai dit absolument. Pourquoi? Parce qu'ici, si on peut déjà rentrer dans les vifs de cette question, quand nous parlons de l'économie, moi, je vois certains piliers. Je ne suis pas économiste. J'ai 2 maîtrises en entrepreneuriat, mais c'est un secteur qui te ramène à l'économie. Bien sûr. Donc déjà, je vois quelques piliers. Et le premier pilier, c'est un pilier que j'aime appeler les piliers primaires. Dans ces piliers primaires, nous avons des services primaires tels que l'agriculture, des secteurs primaires. L'agriculture, la pêche, les domaines miniers. Ouais. Ça, ce sont des domaines que Dieu nous a donnés lui-même. Et ça contribue beaucoup plus à revaloriser l'économie. Mais c'est même le premier pilier, si on veut dire, parce que c'est de là que nous trouvons la matière première. Ouais. Tout ce que nous faisons a besoin de la matière première. La matière première, nous la tenons de Dieu. Donc, le domaine minier, c'est Dieu qui place. La pêche, c'est Dieu qui place. L'agriculture, c'est Dieu qui place. Nous devons développer cela. Et là, nous rentrons dans le deuxième secteur, qui est maintenant le secteur secondaire. Et là, maintenant, c'est la transformation, la fabrication. Qu'est-ce que nous faisons de cette matière première que nous tirons du sol, que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que nous en faisons? Nous transformons cela pour améliorer notre niveau de vie. Et donc là, nous avons par exemple le secteur alimentaire. Nous avons la transformation alimentaire. Nous prenons le maïs et nous en faisons du foufou. OK? Et le troisième secteur, c'est le secteur des services. Ces services-là, qu'on appelle les secteurs tertiaires si on veut, ces services-là nous permettent maintenant d'utiliser les matières premières que nous avons transformées pour l'utilisation de nos peuples. Et là, nous avons par exemple les commerces, les systèmes financiers. Ce sont des services qui nous aident. Nous avons par exemple la logistique. Ce sont des services qui nous aident à emmener ce grain de maïs qui devient du foufou devant la table de notre consommateur. Nous avons le 4e pilier en économie qui est maintenant le pilier qui va nous permettre de stabiliser cette opération économique. Et là, nous avons l'innovation. Ça nous permet de refaire la même chose, de faire mieux. Nous avons des systèmes. Et nous avons parmi ces systèmes-là, nous avons par exemple les systèmes financiers. Nous avons les politiques monétaires et fiscales. Ce sont des politiques qui vont nous permettre de rabaisser, par exemple, les déficits budgétaires. Ça nous permettra de contrôler l'inflation. Ça nous permettra d'encourager toute activité qui va vers le développement économique. Nous avons l'autre pilier, le 5e pilier, je veux dire, nous avons la politique, la stabilité politique et économique. Avec ces guerres, comment allons-nous attirer des investisseurs? Mais une fois que nous prenons, nous commençons à activer l'état de droit. Une fois que nous commençons à pousser la formation de nos personnes, nous entrons maintenant dans un système qui va nous permettre de relever notre PIB et de relever l'indice de développement humain. Ce sont des choses, des 2 caractéristiques qui vont nous montrer que notre économie est allée d'un point pauvre vers un point plus riche. La formation est très importante, les infrastructures très importantes. Et là, je parle des infrastructures routières, les routes que nous sommes en train de faire, que le président de la République a déjà commencé à faire. Nous parlons par exemple des infrastructures de communication. La numérique, c'est une chose dont nous avons besoin pour élever notre économie. Nous avons les infrastructures d'énergie, l'électricité, tout ce que nous avons comme énergie dans ce pays. L'énergie verte. Nous avons besoin de toutes ces choses-là pour contribuer à notre économie. Mais pour moi, le plus grand entrant en l'économie, c'est le capital humain, c'est la personne sur laquelle nous allons investir pour ramener cette économie là où l'économie devrait être. Au regard de tout ce que vous avez énuméré, c'est bien beau, mais est-ce que vous pensez que l'homme politique congolais est-il prêt à pouvoir mener toutes ces démarches afin de chercher à faire développer les secteurs économiques? Parce que jusque-là, depuis 1960, jusqu'à ces jours, l'économie de la RDC est basée sur la production extractive. Mais la RDC n'a pas des industries de transformation. Mais comment comptez-vous, vous, qui avez, d'ailleurs j'ai lu votre projet, vous avez axé cela sur les développements économiques et sociaux, en pensant bien sûr au PDL, au programme bien sûr de 145 territoires. Mais est-ce que vous pensez réellement que l'homme politique congolais est-il prêt? Oui, je dirais oui, et en disant oui, je me réserverai parce que nous avons, selon moi, 2 types des hommes politiques au Congo. Nous avons les gens qui font la politique pour s'enrichir. On en a tout plein, on en a eu tout plein. Et nous avons ceux qui veulent faire la politique, ou qui font la politique pour vraiment avoir la plateforme et emmener les changements. Mais la plupart des gens que nous voyons au Congo, en tout cas, la majorité, c'est pour s'enrichir. Et on a fait de la politique une profession en RDC.
Oui, et c'est pourquoi j'ai dit, pour répondre à cette question, que nous avons deux types de politiciens. Nous avons aussi vu ceux-là qui sont venus s'enrichir sans jamais créer aucun protocole, sans jamais laisser un système derrière soi et qui veulent revenir au pouvoir parce qu'ils ont oublié quelque chose. Mais je vais plutôt axer mon intervention ou ma réponse sur l'homme politique ou la femme politique que je suis. Parce qu'en même temps, je suis la présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS au Canada. C'est ça. Au niveau J'ai vu ça, oui. Oui, oui. Donc, je vais maintenant parler en tant que politicienne. Et je dis oui, l'homme politique aujourd'hui est prêt à ramener ces défis-là. Et vous avez parlé de mon programme. Moi, j'ai établi un programme de développement économique et social qui va absolument nous sortir, nous tirer d'affaires, qui va régler le problème que nous avons aujourd'hui en termes d'économie. Parce que si nous créons la classe moyenne au Congo, nous aurons résolu la plupart des problèmes que nous avons. Le chef de l'État nous a parlé des 6 piliers dans son programme. Oui. Le premier pilier, c'est l'emploi. Et donc, il a une projection de 6,5 millions, je pense, d'emplois créés. Et moi, dans mon programme, qui est un programme national d'établissement de l'entrepreneuriat, comme protocole national au niveau national, dans ce programme, nous sommes capables de créer un minimum et garanti de 6,9 millions d'emplois. Dès que nous avons ces emplois-là, sur les 5 ans, mais c'est vraiment un minimum. 9 millions 6,9 millions d'emplois. Donc, on va dire 7 millions d'emplois. Même le chef de l'État l'a dit dernièrement à l'occasion d'une matinée politique avec l'ONEM. Oui. Il a dit. Oui, lui, il a parlé de 6,5, mais moi, je peux garantir avec mon protocole, d'une manière garantie, un minimum de 6,9 millions dans les 5 ans. Mais nous pouvons aller au-delà et c'est très possible et très faisable. Nous avons seulement besoin des systèmes, nous avons besoin des lois et nous avons besoin d'appliquer le système et les protocoles qui seront mis en place, mais vraiment au niveau national à travers le programme des 145 territoires. Et nous serons capables de créer cette classe moyenne. Nous aurons créé cette industrie de fabrication dont j'ai parlé du deuxième pilier, le pilier secondaire, qui consistait maintenant à fabriquer ce qu'on prend de la terre. Nous prenons le poisson de la terre, mais qu'est-ce que nous en faisons? Et ça va nous permettre de commencer à faire un peu plus d'export que d'import. Et le PIB va monter. Et le niveau de vie du Congolais va monter parce qu'on aura cette classe moyenne. Et donc là, ça nous fait tomber maintenant sur le deuxième pilier qui est le pouvoir d'achat. Dès que la classe moyenne est créée, le pouvoir d'achat est augmenté et le service sécuritaire, l'accès aux services de base, tous les autres piliers deviennent des conséquences à ce programme-là. Ce qui va sauver le Congo aujourd'hui, à part la sécurité, et même la sécurité va dépendre de la classe moyenne que nous allons créer. La classe moyenne, bien sûr, mais c'est quoi la démarche qu'allez-vous entreprendre pour arriver à créer cette classe moyenne? C'est vrai, vous avez essayé de donner certaines raisons qui vous pousseront, bien sûr, à ce que l'on arrive à mettre en place ces systèmes. Mais comme je l'ai dit, le pays, depuis 1960, ça a un système. Et puis, l'homme, le mental également, parce que vous l'avez énuméré ici, il faut en tout cas investir dans le capital humain. Est-ce que vous pensez avec le système qui s'est déjà ancré dans les chefs de la population, vous pensez réellement que votre démarche sera une solution pour le développement économique? Oui, parce que dans tout système, nous avons deux parties. Nous avons le bien et le mal. Au Congo, tout le monde n'est pas corrompu. Nous avons des gens qui veulent vraiment voir ce changement-là. Si vous rentrez dans mon programme, ceux qui ne sont pas corrompus ne sont pas dans la gestion de la chose publique. Hein. Absolument, c'est pourquoi nous nous battons pour y être. C'est pourquoi j'ai parlé ici d'une plateforme qui permettra de réaliser le projet. Le projet que j'ai, moi, au niveau privé, j'ai essayé de le réaliser. Et plusieurs autres personnes ont essayé de le réaliser d'eux-mêmes, de la manière privée. Mais c'est un programme pour marcher, ça doit être un programme national. On ne peut pas essayer de régler ce pays petit à petit. Combien sont les personnes qui ont emmené des investisseurs dans ces pays et qui sont rentrés chagrinés à cause de la corruption? Il y en a plusieurs. Plusieurs personnes ont emmené de l'argent sur la table, mais dès que vous emmenez des investisseurs, on vous demande alors notre part. On veut l'avoir dès le départ. Ça tue notre pays. La corruption tue notre pays. Et dans mon programme, il y a un programme de leadership. On va commencer par changer d'abord la mentalité de nos personnes et mettre des systèmes en place pour que cette mentalité change. Je vous donne un petit exemple. Nous qui vivons ici, nous sommes capables de jeter une peau de banane dans la rue. Une fois à Dubaï, nous ne le faisons pas. La même personne revient au Congo, jette encore sa peau de banane et va en Turquie, ne le fait pas. Qu'est-ce qui change? Ce n'est pas la personne qui a changé, c'est le système qui change.
nous devons créer des systèmes qui feront que le mental du Congolais, le comportement du Congolais change. Et ça, c'est possible. On ne doit pas laisser l'affaire à la volonté. Ça doit être des systèmes qui viennent vraiment du niveau national, où des lois sont établies, où des systèmes et des programmes et des protocoles sont suivis, et le peuple va suivre. Vous décriez la corruption, mais beaucoup pensaient qu'avec l'avènement de votre parti politique au pouvoir, qui est l'UDPS, mais c'est pendant que l'UDPS est au pouvoir, en tout cas, les choses laissent à désirer. La corruption à outrance, et la rétrocommission bat son plein, avec tout ça, et vous pensez que les gens vous feront encore confiance, vous, UDPS? En tout cas, par rapport à cette question, j'aimerais répondre pour dire que moi, j'ai connu la corruption dans ce pays avant l'UDPS au pouvoir. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Les gens pensaient qu'avec l'avènement de l'UDPS au pouvoir, les choses changeraient. Oui, j'y arrive. Je veux d'abord rectifier pour dire qu'on a maintenant la corruption à outrance. Non, je dirais que ça, c'est pas correct. Des millions sont volatilisés. Oui. Aujourd'hui, on peut en parler parce que l'UDPS permet qu'on en parle. Parce que nous avons la transparence. Et moi, je n'ai pas vu, depuis ma naissance, et je ne suis pas née d'hier, je n'ai pas vu, par exemple, quelqu'un qui est au cabinet des chefs de l'État aller se faire traîner en justice publiquement. Je n'ai pas vu ça dans les autres pouvoirs. Mais après, c'est une lettre morte. Non, c'est la justice. La justice a fait son travail. Nous devons croire en notre justice. Nous devons croire que quelqu'un est passé par les tribunaux, les cours des tribunaux, a eu sa sentence, a fait un appel et il a été remis de ses obligations ou quoi. C'est la justice. Nous prenons l'état de droit. Et déjà, le président de la République de mon parti a trouvé un pays qui venait, moi j'aime le dire en lingala, et Utaki Namaboko Abandoki. Le niveau était trop bas. Non, mais c'est le niveau était extrême. Mais oui, parce que nous voyons ce qui... Mais oui, et j'assume. J'assume ce que j'ai dit. Parce que quand nous voyons ce que le président a pris comme pays, quand nous voyons ce qu'il a trouvé comme pays, nous sommes infiltrés au plus haut niveau. Nous avions un pays où l'économie ne marchait totalement pas. La corruption dont vous parlez... Et aujourd'hui, ça marche? C'est un peu mieux. C'est beaucoup mieux. Nous ne disons pas que c'est déjà là où nous devons être. Nous sommes à notre deuxième mandat et nous allons nous assurer que nous laissons des systèmes en place. Mais nous devons comparer et être vraiment juste avec notre comparaison. Qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Pour ne parler que de la gratuité de l'enseignement. Moi, j'ai toujours été fascinée des mamans qui vendent les pains, les légumes et tout ça. Ce sont des femmes qui ont tenu notre économie pendant tout ce temps. C'est des femmes qui sont battues pour avoir des enfants médecins, des enfants juristes. Car ces femmes devaient s'occuper de la scolarité de leurs enfants. Aujourd'hui, ces femmes n'ont plus ces soucis-là. Mais vous ne réalisez pas, ce n'est pas là de l'éducation, de la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, un enfant qui n'a pas de parents peut espérer étudier. La gratuité, oui, mais quel genre de qualité? Ça mais aussi. Le président l'a si bien dit. Le problème, c'est que le Congolais veut voir un abracadabra. Nous devons laisser le temps. Nous devons faire des pas. Nous devons soutenir la personne qui nous montre même la volonté. Quand je parle des sorciers, mais je parle des personnes qui n'avaient même pas la volonté de s'adresser à leur population pour dire « Joyeux Noël ». Je ne parle même pas de penser à une gratuité de quelque chose. Nous venons de très loin. Notre président a la volonté. Il est en train de remonter sûrement. Il est en train de remonter cette pente-là. Aujourd'hui, nos mamans ne sont plus séquestrées dans les hôpitaux, les collabs à maternité. Mais peut-être c'est parce que ça ne vous a pas touché, mais imaginez une femme qui met au monde et qui doit rester 14 mois à l'hôpital. Aujourd'hui, nous avons l'hôpital Mama Yemou qui ressemble aux hôpitaux d'Occident. Il ne va pas tout changer d'un coup. Mais vraiment, je suis très fière de mon président parce qu'il a montré sa volonté. Mais nous avons encore toute cette mentalité. Aujourd'hui, on parle du président, on parle de la corruption. Mais moi, je n'ai pas vu Fathi avec la corruption. Mais qui est-ce que je vois de la corruption? Le Congolais comme moi, dans les bureaux de la commune, dans le bureau de la régie des eaux, à la SNEL. Ce sont ces Congolais-là. Mais c'est lui qui nous a amené les mots rétrocommission. Hein. Non, c'était un mot qui existait, sauf qu'il a appelé ce qui devait être appelé. Les autres n'ont pas parlé du mot parce qu'ils n'ont même pas sorti leur corruption. Bah, Bombiango. Lui, au moins, à Bombiango, lui, au moins, il a vu quelqu'un a dit, oui, faites la justice. Et il a parlé de ces mots-là. Moi, je suis revenu dans ces pays plusieurs fois, avec des investisseurs qui étaient prêts à donner de l'argent pour le Congo. Dans l'ancien système, la question qu'on posait était toujours « Et bon, moi, à combien ?» Nous sommes rentrés avec des dépressions à cause de ces systèmes-là. C'est la même question qui revient même aujourd'hui. Hein? Mais au moins, aujourd'hui, nous avons des gens qu'on peut voir à la télé, Bazo Samba, pour Baïba Mbong.
Avant, on n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, au moins, nous avons l'IGF qui existait. Est-ce que vous savez que l'IGF existait avant? Donc, il essaye. Notre président essaye. Système, mais nous sommes en train d'avancer. Dire que le Congo n'a pas avancé, moi, je dirais que c'est de la pure méchanceté. Aujourd'hui, nous avons des gens, des députés qui ont été sortis des listes, mais dans l'UDPS, Bazake Belé, parti au pouvoir. Vous avez vu ça avant? Que les députés du parti au pouvoir, la tricherie, ça montre que nous sommes transparents et nous voulons vraiment, vraiment changer les choses dans ce pays. Fachi reste le champion du Congo. Ah, champion pour vous peut-être, pas pour le peuple lambda qui est en train de vous suivre, Madame Mireille. Mais Madame parlons de ces Esther. peuples-là, parlons de ces peuples-là qui, pour certains, n'avaient jamais vu l'eau et la robinet. Aujourd'hui, les vont. Parlons de ces peuples-là qui peuvent mettre leurs enfants à l'école sans rien payer. Le peuple a encore soif. Le peuple veut que tout s'arrange. Et on comprend. C'est légitime pour un peuple de demander que tout s'arrange. Nous voyons en France que les gens marchent tous les jours, tirent le lot. Démocratie, il y a combien d'années? Nous voyons qu'il y a des gens qui font des marches partout au monde. Le peuple ne sera jamais satisfait à 100%, mais nous devons être justes en disant qu'avec le président de la République aujourd'hui, nous avons fait des avancées Yamakas. Vous parlez ici que l'économie avant l'arrivée de votre parti au pouvoir, l'économie n'était pas stable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons faire une étude comparative? Parce que à l'époque, les dollars étaient quand même à 160. Aujourd'hui, mais c'est... En tout cas, c'est des mal en pis. Est-ce que vous pensez que le peuple va vous applaudir? Je vais répondre à cette question en vous donnant un exemple. Moi, je vis au Canada et le dollar canadien a perdu de la valeur. De là où j'ai trouvé le dollar canadien, c'est là plus d'une décennie, à aujourd'hui, le dollar a perdu de la valeur. Mais c'est un exercice économique dans le cas du Canada pour contrôler l'inflation. Donc, avoir le dollar, qui n'est pas notre monnaie, avoir notre monnaie qui perd de la valeur par rapport au dollar, ce n'est pas c'est un des indicateurs, mais ce n'est pas le seul indicateur de l'économie. Voilà pourquoi je vous ai parlé des piliers de l'économie. Je vous ai parlé des services qu'on doit avoir. Et la politique financière, la politique monétaire et fiscale est une des politiques. Mais les Congolais se remettent seulement à bon equity. Mais quand un policier gagnait, disons, $400, un exemple, et qu'aujourd'hui gagne $1 600, et que le dollar est allé de tel à tel, et que lui, il a un pouvoir d'achat plus fort, est-ce une avancée économique ou un retrait économique? Nous regardons seulement le taux du dollar pendant qu'il y a autre chose. Le développement économique n'est pas seulement par rapport à la monnaie. Ils peuvent se réveiller un matin, moi je ne suis pas économiste, j'ai dit ça au départ, mais disons qu'une des stratégies serait de dévaluer la monnaie pour la changer. On va rentrer sur une monnaie qui sera à 1 franc congolais, un nouveau franc congolais à $3. Qu'est-ce qu'on dira ces jours-là? C'est des politiques qui peuvent se faire du jour au lendemain. Parce que c'est notre monnaie, nous gérons la monnaie. Nous pouvons dévaloriser cette monnaie et créer une nouvelle monnaie. Nous devons avoir un peu plus d'import que d'export que d'import pour gérer ces devises que nous recevons. Oui, mais c'est jusqu'à quand? Parce que les usines de production, il n'y en a pas. Mais la matière première dont vous avez évoqué ici, les mines, mais on les transforme où? C'est à l'étranger. Justement, mais dans le programme du chef de l'État, vous avez vu que nous sommes en train de créer cette industrie des transformations. Jusqu'à quand? Parce que c'est le dernier mandat. Le dernier mandat. Et là, on est en train de perdre déjà une année. En tout cas, dans les vides. Mais oui, nous sommes au mois d'avril. 4 mois déjà. Voilà pourquoi je veux qu'on soit juste avec nos paroles. Parce qu'une année et 4 mois, c'est 12 et 4 mois. C'est quand même 3 fois plus dans vos dires. Moi, je pense que nous connaissons tous la situation de notre pays. Nous avons vu comment est-ce que le président a pris le pouvoir et qu'il n'avait pas le pouvoir plein parce que c'était encore en coalition avec les sorciers. Vous aimez vous cacher derrière cette affaire. Non, c'est une réalité. Vous aimez vous cacher derrière cette affaire. Pourquoi ça serait une cacherie? Parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Nous partagions tout, c'est une réalité. Quand je parle, par exemple, de la sécurité qui est infiltrée, comment voulez-vous qu'on puisse regarder au dollar pendant que nous avons 10 millions de personnes qui sont en train de mourir? On ne peut pas tout arranger. Tu commences par sauver les priorités. Et tu vas
de priorité en priorité. Le premier mandat était un mandat où le pouvoir était partagé. Ce deuxième mandat, le pouvoir est partagé, mais nous sommes majoritaires. Maintenant, vous allez voir les changements que nous allons apporter. Est-ce qu'en 5 ans, on va régler tous les problèmes du Congo? Non. Est-ce qu'en 10 ans, on va régler les problèmes de 40 ans? Non. Mais nous allons laisser des systèmes de façon que ceux-là qui vont venir après, et nous, dans l'UDPS, nous allons pérenniser ce pouvoir. Et le président qui va venir après, nous allons continuer avec les systèmes que nous mettrons en place. Déjà, ce qu'il nous fallait, c'était la bonne volonté, la bonne affida. Aujourd'hui, nous l'avons avec le président Fachi. L'UDPS a tous les postes clés. Le ministre des Finances, il est accusé parce qu'il est à la base des blocages. Les systèmes ne marchent pas. C'est Kazadi qui bloque toujours. En tout cas, l'économie dans ses mains, il bloque tout. Est-ce que vous infirmez ou bien vous affirmez toutes ces allégations? Je n'aimerais pas ici parler d'un individu qui est mon camarade de parti. Oui, mais parce qu'il a les postes clés. Hein? Mais si on doit rentrer dans le système Wandoki, on avait surnommé quelqu'un qui bloquait l'économie quand il était ministre des Finances. Vous vous en souvenez? Moi, je m'en souviens. Quand on est ministre des Finances, on ne bloque pas, mais on suit la politique financière. Et moi, j'aimerais maintenant qu'on parle du nouveau gouvernement qui va sortir. Parce que lui, il est démissionnaire, n'est-ce pas? Il y aura un nouveau gouvernement et on verra comment se passeront les choses. Mais je pense que critiquer les choses de l'extérieur, tant aux hommes en Libanda, est différent de ceux-là qui travaillent de l'intérieur. Une chose qui me rend, moi, fière d'être de l'IDPS, c'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un... Alors ça ne faut pas, nous en parlons. Nous ne cachons pas, parce que nous avons la politique transparente. Et aujourd'hui, quand les personnes ne font pas bien leur travail, ils sont dehors. Si vous pouvez même dire ça, c'est parce que l'UDPS vous permet de dire ça. Dans le temps, les émissions qui avaient qui osaient critiquer qui? Sans se faire lyncher par l'ANER. Aujourd'hui, vous et moi, nous allons quitter d'ici, nous serons tranquilles. Personne n'a critiqué l'autre ici. Non, on a parlé du ministre des Finances qui arrête, qui bloque tout. Ouais. Parce que j'ai suivi l'ancien ministre du Plan. Oui. Qui a donné des révélations très graves sur le ministre des Finances, qui dit, en tout cas, le programme 145 territoires, c'est un bon programme qui a été apprécié par les partenaires internationaux, mais le ministre des Finances, si ce programme n'a pas réussi, parce que le ministre des Finances n'a pas su débloquer à temps les fonds destinés à ce programme. Il n'a pas dit le contraire, il était quand même ministre des Finances. Je veux répondre à cette question en donnant un exemple un peu terre à terre. Maman nanda kwa sali programme trolia lo sona ma desuna makayabu. Papa a eu facture ya programme wana. Papa yebi ke bon, il faut balia, mais faut na futa pe mai. Na futa pe courant. So na futi mai te na courant te, na pe sa mon ablo me bokata bango courant. Voilà la position de la ministre du Plan et de celui des Finances. Le plan regarde le plan du pays, mais les finances regardent aussi autre chose. Donc moi, je dirais, je ne veux pas vraiment rentrer dans cette discussion, mais je dirais que nous avons besoin des politiques qui permettent l'accroissement et le développement de notre économie. Vous parlez de votre projet qui est basé sur le développement économique et social. C'est vrai, vous demandez à ce qu'il y ait de l'accompagnement. Comment vous prévoyez cet accompagnement de la part du gouvernement? Ou bien vous-même, vous estimez qu'il faut être au sein de la gestion de la chose publique pour que votre programme puisse réussir, ou bien il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit le porter? Ça, c'est une bonne question. Moi, je dirais que personne n'est irremplaçable. Personne. Mais en même temps, je dirais que quand quelqu'un a développé un programme, il faut le laisser, s'il est disponible, il faut le laisser faire ce programme-là. Donc, dire qu'il n'y a que moi qui peux le faire, non, c'est un programme qui est très bien établi. Une personne intelligente, une personne avec intégrité morale sera capable de suivre ce programme. Et moi, j'ai ces deux choses-là, je peux le faire. Et le programme, parce qu'il sera national, parce qu'il sera soutenu par le gouvernement, parce qu'il viendra du gouvernement, sera suivi parce qu'il y aura des protocoles qui feront que les gens fassent les choses d'une certaine manière et non pas d'une autre manière pour avoir le succès dans ce programme-là. La diaspora qui se bat toujours pour récupérer des postes clés. Ah oui? La diaspora. Ça, je ne savais pas, vous m'apprenez. Ah mais oui, vous vivez au Canada et puis vous êtes venu ici. Oui. Et oui, mais c'est les gens de l'UDPS pleurnichent pour ça. Ceux qui ont porté ces combats pendant le régime Kabila, ils se plaignent. Il n'y a que les gens de la diaspora qui récupèrent des postes clés. Et voilà, les combats recommencent encore. Ok.
Alors déjà, je veux aussi rectifier une autre rumeur. Quand on dit que les gens de la diaspora n'ont pas combattu, je peux vous dire aujourd'hui, n'eût été la diaspora, nous serons encore à l'opposition. Ah bon? La diaspora était là-bas, mais ici, il y a des peuples qui ont dû verser de leur sang. Ils ont perdu leur vie. Oui, et nous n'allons jamais négliger ce combat-là des personnes qui ont été locales. Ce combat ne sera jamais, jamais, jamais négligé. Voilà. Alors, quand il y a les butins, il faut laisser d'abord les gens qui ont combattu ici. Non, je vais rectifier ça. J'arrive à cette question-là. Il faut d'abord reconnaître que nous, de la diaspora, nous sommes Congolais. Nous sommes de père et de mère de ce pays. Et nous, de la diaspora, nous n'avons pas croisé les bras pour dire nous sommes à l'aise là où nous sommes. Nous avons combattu. Les décrets du Congo se signent en Occident. Le décret du Congo ne se signe pas ici localement. Si Kabila pouvait quitter le pouvoir, ce n'est pas seulement à cause des marches qui se sont passées ici où on tuait les gens comme des mouches. C'est parce que nous nous sommes assis sur ces tables-là où ces décisions se prennent pour dire que si vous ne faites pas ça, nous vous exposons ici. Vous avez entendu parler des embargos. Les embargos ne sont pas venus des marches qui ont eu ici. Les embargos sont venus des lobbying que nous avons fait à l'étranger. Nous devons arrêter de nous séparer. Moi, les discours des diasporas et des non-diasporas, je trouve que c'est un discours qui ne fait que nous détruire. Je peux vivre là-bas, mais j'ai mes parents ici. Je peux vivre là-bas, mais quand je dois travailler dur pour envoyer l'argent tout le temps ici, ça détruit même ma qualité de vie là-bas. Nous, les Congolais, nous sommes vraiment des personnes attirées par notre terre, attirées par le Congo. Si les conditions étaient meilleures ici au Congo, personne ne partirait. Et quand nous partons là-bas, c'est pour apprendre et venir ici pour améliorer notre pays. Nous pouvons aussi dire que la corruption qui se passe ici, ce n'est pas la diaspora. Ah, mais ce n'est pas nous. La corruption locale n'est pas nous. On a vu beaucoup de conseillers du chef de l'État qui sont venus tous de l'étranger, en tout cas qui sont trempés dans la corruption, dans les histoires des rétrocommissions. Ça, vous l'avez entendu même si vous avez... Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si ces mêmes conseillers-là ont fait la corruption là où ils vivent? Nous avons connu certains qui sont venus, ils n'étaient même pas en mesure de se payer un appartement de 1000 $. Mais actuellement, ils ont... Selon les informations, ils se sont tapés de maison à l'étranger. Mais moi, pendant que le peuple est en train de souffrir. C'est les deux poids, deux mesures. Parce que moi, je connais des gens aussi qui ne sont pas de la diaspora, qui louaient leur maison, qui ne pouvaient pas se permettre un appartement, une voiture, qui se sont enrichis ici au Congo. Nous devons parler du Congolais et non de la diaspora et des locaux. Nous sommes les mêmes peuples. Parce que j'ai posé la question de savoir, si nous disons que c'est la diaspora qui a amené la corruption, est-ce que cette diaspora, dans les pays d'où ils viennent, ont fait la corruption? Non. Parce que là-bas, le système ne leur permet pas de faire la corruption. La diaspora est venue trouver les systèmes de corruption ici, avec nos frères locaux qui ne vivent que dans la corruption. Et tous ensemble, nous devons arrêter de nous pointer du doigt, c'est vous ou c'est nous. Nous devons travailler ensemble, nous sommes tous des Congolais. L'économie congolaise, pour qu'elle puisse se relever, c'est vrai, il y a des idées. Vous amenez des mécanismes pour pousser à la République de pouvoir développer ou améliorer son système économique. Mais s'il n'y a pas de volonté, vous pensez que cela va marcher? Mais justement, c'est pourquoi je parle de la volonté. J'ai parlé de la volonté du chef. Le chef a la volonté. Il ne faut pas oublier que notre chef, c'est un diaspora. Il a la volonté, il est fils de ce pays. Nous avons la volonté. Ici, moi, j'ai vu des gens qui ont été victimes de la corruption, pas du chef de l'État, mais de leurs camarades. Bon, il y a Moussala, ou Aligny corruption, il y a Boyi, Babomiye. Ce ne sont pas, c'est nous-mêmes les Congolais, l'ennemi du Congolais. Pour moi, nous devons avoir la volonté et nous devons décider de laisser le pays marcher. Ce n'est pas une question de la diaspora, de la locale, mais quand tu es dans Moussala et que c'est toi qui voles l'argent du pays, et que c'est toi qui trouves qu'il faut que le ministère, mais ce sont des anti-valeurs. Et à l'UDPS, nous combattons ces anti-valeurs-là. Nous combattons cela. Aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui a ramené une femme na poste à première ministre. Après combien d'années il y a indépendance? On a Ramabé. Là, vous chantez, hein? Ça vous fait du bien. Attendez, vous avez vu mes compétences? Je suis une femme, n'est-ce pas? Non, je ne parle pas de... Oui, parce mais non, que pourquoi? Masculinité positive... Absolument. Oui, mais vous savez, c'est un concept occidental. Vous vivez à l'Occident. Oui. C'est un concept occidental. Est-ce C'est-à-dire qu'avec les valeurs congolaises, est-ce que nous allons demeurer dans ces concepts masculinité positive? Ici, je veux qu'on puisse s'asseoir pendant 2 jours. Je vais vous expliquer moko. Rentrons dans nos traditions. Il y a village. Un peu rapidement parce que nous touchons déjà... Non, vous avez touché un point critique. Un peu rapidement, allez-y. Allez-y.
Quand vous regardez nos traditions, Nana Kendara Bilanga. Quand vous regardez nos traditions, Nana Batela Ralibota, la femme a toujours été au centre de l'économie en Afrique. Et vous Pour ne pas parler du Congo, la femme a toujours été l'Amazone, la guerrière de l'Afrique, la femme. Et aujourd'hui, le président n'a fait que remonter cela à la surface, n'a fait que dire donnons la chance à la femme. Et vous avez confiance en Madame Toulouka? 100%. 100%. Ah bon? 100%. Et vous pensez qu'elle va faire mieux que les autres hommes? Oui. Pourquoi pas? Merci. Vous n'avez pas confiance en elle, vous? Non, mais c'est moi qui vous pose des questions. J'aimerais savoir parce que ça vous semble, ça vous étonne que j'ai confiance. Moi, j'ai totalement confiance en elle. Non, bon, ça n'étonne personne parce que vous êtes de l'UDPS. C'est normal. Non, ça aurait été une autre femme. Pour moi, l'intelligence n'a pas de genre. Ok. L'intelligence n'a pas de genre. L'intelligence n'est pas féminin ou masculin. Je reconnais en femme un cœur. Je reconnais en la femme des habiletés, comme le multitasking, donc faire beaucoup de choses en même temps que l'homme ne peut pas faire. Mais je pense qu'un homme ou une femme peut faire le job. Mais le fait que le travail a été donné à une femme après autant d'années, je ne peux que acclamer parce que le président de la République, pour moi, nous donne les béquilles, nous donne notre place. La femme congolaise veut prendre sa place et le président est avec nous dans cette démarche. Et pour ça, il restera toujours mon champion et les champions de la gente féminine en RDC. Et de tous les hommes qui supportent les femmes parce qu'ils reconnaissent que même Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. On va lui créer une aide. Et cette aide qui vient fixer l'histoire de l'homme, c'est la femme. Mamie Esther Kayumba, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir reçu chez vous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder de partout ailleurs. Vous l'avez entendu, vous avez compris tout ce qu'elle a comme idée pour faire développer l'économie congolaise. Le magazine Savoir Plus s'arrête pour aujourd'hui là et nous allons nous retrouver très prochainement. À très bientôt. Merci. Merci.